Bonsoir. Je vais vous lire un extrait du roman Les Habitantes, le début de la deuxième partie qui s'intitule La loi. « 15 juillet. Chère Émilie, je reviens vers toi suite à mon courrier du 13 juin auquel tu n'as pas répondu. Nous nous sommes renseignés au sujet de la vente. Une mise aux enchères représente un manque à gagner pour nous tous. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Je comprends que ce soit difficile, mais ce n'est pas parce que tu vis dans cette maison depuis des années qu'elle t'appartient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Je compte sur toi pour réfléchir et être raisonnable. À bientôt. Y. L'été grésille au-dessus de la maison. Le ciel cuit, le lierre sèche sur les pierres, visité par les guêpes et les pucerons. Des papillons de nuit meurent dans les angles des combles, des mouches volent près du plafond. Des courants d'air chaud parcourent l'ombre, ralentissent au-dessus du lit. À l'intérieur d'un cône de terre et de plantes jaunes, sous l'appui de la fenêtre qui regarde le jardin, une hirondelle tourne sur elle-même. Les œufs s'enfoncent dans son ventre, tachetés et chauves, pointus, durs comme des rochers. Il roule sous ses griffes et bouscule ses entrailles. Elle frotte sa tête contre la boue qu'elle a soigneusement malaxée, tient le nid frais. Une gouttière est percée dans le fond pour laisser passer l'oxygène et les bouts d'insectes, les débris de la première couvée. Quelques plumes se décrochent, glissent parmi les duvets et brindillent picorées sur le chemin. L'absence du mâle se prolonge. Soit qu'il parade, soit qu'il ait été croqué par un chat, elle profite de l'espace retrouvé, du silence des coquilles. Depuis la veille, un son l'obsède, tout proche, au-dedans d'elle. Une note qui pointe et la sensation de briser son refuge, de grandir sans fin, toile de lianes tendue au-dessus des collines. Elle fait vibrer sa gorge. Le trissement robuste frappe à son bec, elle l'ouvre, éructe dans le noir. Sa voix, tranchante comme du sable, modèle des vagues sur la surface de l'air. Le monde se brouille. J'attends dans la voiture, portière close, que Loïse se soulage. La poussière et des morceaux d'insectes parsèment le pare-brise, un film voilé, épaissi par l'éclat du jour. Des poils gris et blancs jonchent les sièges, des miettes de terre et de biscuits sont incrustées dans les coutures. Autour du levier de vitesse, des emballages de bonbons, livrets publicitaires, reçus froissés traînent. J'attrape un petit papier jaune plié en deux. Le logo de la poste est imprimé dans un angle. Le jour et l'horaire de passage du facteur sont notés au stylo-bille, en biais, d'une écriture hésitante. Mon nom apparaît en transparence dans le cadre du destinataire. Les autres cases sont vierges. Une simple croix marque mon absence. Ma chienne sort des hautes herbes. Je glisse le feuillet dans ma poche, me penche pour lui ouvrir. Elle se terre sous la boîte à gants. Elle y tient à peine, se serre à l'assise, se contorsionne pour échapper au soleil. J'allume la ventilation, le souffle mécanique couvre ses halètements. J'ajuste ma ceinture de sécurité, la bande étreint mon ventre et ma poitrine, je la coince sous mon aisselle. La voiture fait une marche arrière, s'engage sur la route. Nous entrons dans le hameau. Les habitations défilent, parterre de fleurs, tuyaux d'arrosage déroulés, pelouse vide. Je tourne à droite, dévale la croisée, remonte le vallon de la ferme d'Aude. Le poulain garde l'ombre dans son pré, les hangars moirent sur la colline. Je m'accroche au coude du virage, passe devant le verger. Je pénètre dans la cour, le sol gondole, les graviers crépitent sous mes pneus.
Loïse renifle, griffe le dossier du siège. Je descends de voiture, contourne le capot pour la faire sortir. Le jour brûle mon visage. Le ciel étincelle, des flammes transparentes couronnent les pommiers. Ma chienne serpente autour de mes jambes, sa fourrure est tiède, sa queue soulève ma jupe portefeuille, bleue, légère. Elle appartenait à Moon. La ceinture tombe sur mes hanches, l'ourlet s'arrête au milieu de mon tibia. Le tissu frôle ma blessure, douloureuse encore, séchée par l'air. Je n'ai pas mis de pansement. Allez. Je chasse Loïse, gentiment. Elle se réfugie sous les feuilles du châtaignier, encercle la camionnette. Ses portières sont ouvertes. Je me retourne, balaie du regard la cour gavée de lumière. Putain! La voix d'Aude résonne dans l'atelier, suivie d'un fracas métallique, d'un soupir rauque. Je m'approche, passe la tête par la grande embrasure qui crève la façade. À l'intérieur, l'ombre noircit. Un établi sur tréteau est planté dans la terre battue, des rayons de planches couvrent les murs. Dans un coin, des cagettes entassées dégagent une odeur de pomme. Aude plonge les bras dans une étagère, empoigne une caisse, vide son contenu sur le sol. Les outils se déversent, carillonnent les uns sur les autres. Elle pousse la ferraille du pied, en extirpe une clé à molette, un marteau. Elle sort, son coude cache ses yeux, elle s'accroupit, débloque les écrous, glisse le cric sous la camionnette. Le véhicule se soulève. Elle dévisse la roue avant, la remplace par celle de secours. Ses paumes sont noires, son front luit de sueur. Elle essuie son visage sur ses poignets, se relève, entre dans la maison. Elle réapparaît quelques minutes plus tard, baba sur la poitrine. Elle avance vers le châtaignier, jambes écartées, reins cambrés sous le poids de la chienne, prête à basculer en arrière. Loïse bondit autour d'elle. « Dégage, chieuse !» Elle jette son pied vers l'avant, la tient à distance. Je cours vers la camionnette, grimpe dans la cabine. Je passe mes bras autour de Baba, tire son grand corps sur la banquette. Ses membres coulent, ses griffes écorchent le revêtement. Sa peau tondue, râpeuse, houle contre ma joue. Je l'installe, stable, dans l'angle du dossier, gratte le sommet de son crâne. Je saute du marchepied, rejoins Aude devant le pare-choc. Elle allume une cigarette, tire une longue bouffée. Sa nuque, ses joues rosissent, un anneau d'argent brille à son auriculaire. Elle me tend un billet de 50 € et un bout de papier, un nom de médicament inscrit dessus. Le veto m'a dit de prendre ça pour la cicatrice. Tu le trouves en pharmacie. On rentre ce soir si l'opération se passe bien. Attends. Je tire l'avis de passage du facteur de ma poche, le déplie pour le lui montrer. Ils vont vendre la maison. Comment tu le sais? Ils m'ont envoyé un courrier officiel pour me le dire. Tu devrais répondre. Tant que tu fermes ta gueule, c'est eux qui ont raison. Elle écrase la braise sur sa semelle, se hisse derrière le volant. Elle s'attache, jette son mégot dans un gobelet coincé contre le pare-brise. Le moteur gronde, les graviers crachent de la poussière. Je m'écarte, serre les feuillets dans ma main. L'argent se froisse. Loïse flaire les pneus de la camionnette, grogne de toutes ses dents. Aude passe le portail, poursuivie par ses aboiements féroces. Émilie. Je suis attristée de constater que je pisse dans un violon. Moon était une femme intelligente, qui savait très bien gérer ses affaires. Si elle avait voulu que tu restes chez elle, elle aurait pris les dispositions nécessaires. Par ailleurs, la situation est injuste vis-à-vis de ta sœur. Elle a aussi son mot à dire, à 25%, comme toi. L'argent l'intéresse peut-être.
Elle doit financer ses études, y as-tu pensé? Ne te trouves-tu pas un peu égoïste? Je te laisse méditer là-dessus. Y. Dans les vaisseaux sanguins, protéines et enzymes se mélangent. Fibrinogène, thrombine. Des fibres apparaissent, une pâte tressée, blanche, colmate la plaie. Fibrine. De nouvelles cellules se développent. Fibroblaste, réparation. La fibrine jaunit, épaissit. Débris, obstruction. Elle garde la blessure exposée. Bactéries, infection. Bonsoir à toutes et tous. Vous venez donc d'entendre un extrait des Habitantes. C'est votre deuxième roman, Pauline Perrade, paru aux éditions de Minuit. Vous écrivez également des textes pour le théâtre qui sont publiés aux éditions des Solitaires Intempestifs. Vous étiez venu à la Maison de la Poésie en 2023, je crois, pour parler de L'âge de détruire, un premier roman qui était autour de l'emprise d'une mère sur sa fille, un huis clos qui questionnait notamment l'héritage de la violence. Et par contraste, ce nouveau roman, Les Habitantes, est vraiment à ciel ouvert. Et s'il y a bien sûr une maison où vit Émilie, la narratrice, l'essentiel se passe dehors, au grand air, au contact de la nature. Alors Émilie, on l'a compris en entendant cet extrait, c'est une jeune femme qui a choisi de rester dans la maison de sa grand-mère qui l'a élevée à partir de ses 9 ans, et quand elle est morte, Émilie est restée là avec Loïse, la chienne de sa grand-mère, et elle vit là de manière un peu sauvage, un peu solitaire. Elle a quand même cette amie, Aude, qui vit dans un hameau voisin, elle aussi avec une chienne. Et puis un jour, Émilie reçoit un courrier de son père, que vous nommez Y, et qui la somme de vendre cette maison qui est en indivision, et donc lui en possède une partie, et Anna, donc la demi-sœur d'Émilie, qui vient d'avoir 18 ans, en possède également une partie, et commence alors une lutte obstinée pour rester coûte que coûte dans cet endroit qu'aime Émilie, hein. Même si on pourrait avoir l'impression qu'elle est passive, en réalité il y a vraiment une sorte de rébellion, je trouve, dans ce personnage. Est-ce que ce texte est né d'un lieu et justement de l'envie de sortir du huis clos du premier roman ? Sans doute. Sans doute. Il est né de plusieurs endroits. Enfin, je crois, comme souvent, c'est comme plusieurs sources qui se rejoignent et finissent par former un ruisseau puis un fleuve. Il est venu de plusieurs endroits. Je pense qu'effectivement, alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se prolonge du premier roman autour de la question de... dans L'âge de détruire, l'appartement était inhabitable. Là, c'est un peu l'inverse. C'est un lieu auquel la narratrice est profondément attachée. Mais surtout, ce qui a vraiment été un déclencheur très important de l'écriture des Habitantes, ça a été la volonté d'ouvrir la focale de l'écriture pour y inclure le non-humain et d'essayer d'explorer comment est-ce qu'on pouvait raconter une histoire en cessant d'être aveugle, d'occulter tout le non-humain autour des personnages humains. Donc en fait, ce qui a été assez nouveau pour moi, j'ai commencé par pas mal d'exercices, de tentatives comme ça, de regard par l'écriture, de description, donc des jardins de mes voisins, voilà, vraiment ce qui était déjà autour de moi, pour voir quelle langue arrivait, comment
j'arrivais à aller au-delà de la description pour essayer de faire d'un lieu, enfin de rendre visible tout le vivant qui vit en fait dans un lieu et qui ne soit pas simplement un décor. Et ensuite est apparu comme ça un petit peu presque dans l'inconscient de ce travail, cette maison, Émilie à l'intérieur, et ensuite je me suis demandé quelle est son histoire, quoi. Et vous parliez des différentes focales, et il y a aussi une volonté d'inscrire cette histoire au présent dans le temps long de la géologie. Je pense au prologue, et vous revenez régulièrement quand vous parlez par exemple d'un pommier, vous dites voilà, il y a des millions d'années, les pommiers étaient beaucoup plus grands, enfin voilà, il y a cette inscription dans le temps long, je trouve. Oui, mais qui a plusieurs effets. J'aime pas beaucoup ce mot, mais pour moi, c'est à la fois de renouveler le regard, en fait, dire tiens, simplement effectivement, Aude est productrice de cidre, donc elle s'occupe d'un verger, et j'ai essayé de partir de tous les éléments qui constituaient ce lieu, donc la falaise, la petite falaise dans le bois, et les pommiers, pour dire ok, quelle est l'histoire aussi, quelle est l'histoire de ce lieu, un petit peu comme avec le personnage d'Émilie, on a un peu accès à l'histoire de sa famille, puisque alors dans un petit passé, disons, avec l'histoire de sa grand-mère, de ce passé-là, dire il y a aussi un très très grand passé. Enfin, voilà, s'il faut retracer l'histoire aussi des pommiers, il faut remonter à bien plus loin. Et puis et de voir aussi comment est-ce que la situation en fait dans laquelle se trouve Émilie, donc d'une existence qui est menacée en fait, d'un habitat plutôt qui est menacé par un système d'indivision, un système d'institution, une autorité comme ça légale, en fait, comment tout le lieu partage aussi cette précarisation par l'action humaine, quoi. Voilà. Oui, c'est une manière aussi de parler de la crise de la biodiversité, des menaces que l'humain fait subir au paysage. Oui, pour moi, il y a presque une dimension de conte, en fait, aussi là-dedans. Le livre, la première séquence du livre commence il y a 160 millions d'années avec la formation donc, du récif corallien, donc d'une communauté, d'une forêt de corail qui en s'accumulant et en mourant a fini par former des pierres, et ça forme ce qu'on voit aujourd'hui des falaises dans la forêt. Ça équivaut pour moi à une forme d'Il était une fois, en fait, et ensuite on va rentrer dans cette histoire. Et c'était aussi pour moi important de m'intéresser à l'histoire, une fois encore, de ce lieu-là, mais pas uniquement dans une volonté naturaliste, parce que c'est une fiction, c'est un lieu qui n'existe pas, en fait, qui est un amalgame de différentes choses, d'une réalité géologique, mais c'est aussi un lieu totalement imaginaire. Mais en fait, c'est des tentatives, je peux pas dire vraiment il fallait absolument remonter à si loin. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vient, en quoi ça nous déplace, en quoi ça déplace l'histoire, quel rythme ça pose, en quoi ça vient aussi nous faire regarder ce qui se passe un petit peu différemment, nous fait changer de perspective, si d'un seul coup on a accès à l'histoire très très ancienne de ce lieu, qui, quand elle était totalement libérée des enjeux du père, quoi. Et ce qui vous importait aussi, c'était de ne pas rendre ce paysage idyllique, c'est-à-dire oui, alerter sur les menaces, mais en même temps c'est un paysage qui accroche, avec des herbes qui griffent les mollets, avec des larves qui se prennent dans les vêtements d'Émilie quand elle va se baigner. Enfin, il ne s'agit pas de dire que voilà, tout est magnifique. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, le choix aussi
de ce lieu-là qui n'est pas un lieu où vivent des espèces en voie d'extinction, qui n'est pas un lieu qui est saisissant de beauté, enfin où on ne se dit pas spontanément il faut absolument préserver ce lieu-là parce que c'est rare, parce que c'est beau, non, enfin c'est vraiment un lieu très commun en fait, un spectacle qui n'en est pas un. Enfin, elle n'est pas du tout spectaculaire, voilà, cette nature, disons. Et effectivement, elle est avant tout vivante, donc elle n'est pas toujours belle, elle peut être dangereuse. Elle commence par blesser Émilie qui tombe dans un ravin. Elle s'abîme aussi dans le livre, ça se passe l'été, donc parmi, vous en parliez, le mode d'existence d'Émilie, il y a une grande part d'habitude, de rituel, elle fait toujours les mêmes promenades pour aller travailler, elle va se baigner dans un étang, voilà, tous les matins, elle va y nager. Et cet étang, l'eau se gâte parce que l'eau se réchauffe trop, donc même son attachement à ce lieu qu'explore la langue, en fait. Je pense que c'est surtout ça que la langue cherche toujours à aviver. C'est pas un attachement sentimental, c'est viscéral, quoi. C'est du temps partagé, c'est du temps de vie, c'est du temps de vie partagé qui fait qu'elle n'envisage pas de vivre ailleurs. Mais il ne s'agissait pas du tout d'idéaliser ou d'embellir ce lieu, non. Et d'ailleurs, dans votre écriture, il y a une contamination entre les blessures que vit Émilie dans sa chair, puisqu'elle s'est déchiré le genou et que c'est une mauvaise blessure qui s'infecte, et ces odeurs de pourriture, cette eau en effet qui se réchauffe et qui verdit, tout ça s'interpénètre et se contamine. Oui, je crois qu'il y a un motif de la blessure qui court tout au long du texte, une fois encore, qui vient prendre en charge cette fragilité du présent pour elle, puisqu'elle est menacée, quoi. Et donc il y a la blessure qu'elle porte au genou. Baba, là, on l'a lu un peu dans l'extrait, elle doit se faire opérer, donc elle a une tumeur vaginale, donc il y a aussi cette plaie-là. Il y a la plaie de l'étang qui est la plaie de la forêt, quoi. Mais... Émilie s'appelle Émilie avec un Y, comme Émilie Brontë, que vous citez en exergue. Pour quelle raison ? Est-ce que ça inscrit cette histoire dans une histoire de la littérature ? J'espère. J'espère. Non, puis indépendamment de ça, c'est une écriture qui a été accompagnée beaucoup de lectures, mais je reviens un petit peu en arrière sur ces questions de temps géologique, mais j'ai été très très impressionnée et très accompagnée dans l'écriture par un livre d'Estelle Zong-Mengwal qui s'appelle Apprendre à voir, où c'est un livre sur une histoire environnementale de l'art, c'est comme ça qu'elle en parle. Et donc elle parle de différents tableaux qu'elle essaye de réinterpréter à l'aune d'un regard sur le vivant et pas d'une interprétation anthropocentrée, pour le dire très très vite. Mais le livre est vraiment passionnant. Et elle fait des inserts comme ça où elle parle de là où elle vit, donc dans la Drôme. Et notamment, elle dit ici même, il y a 200 millions d'années, c'était sous l'eau. Et moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup impressionnée, en fait. D'un seul coup, ça vient totalement rebattre le regard, en fait, et te dire que jamais, on peut jamais le fixer. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui a irrigué, voilà, dans l'écriture. Mais oui, parmi les nombreuses figures un peu tutélaires du texte, mais je peux peut-être lire en fait les exergues pour qu'on les entende. Il y a Émilie Brontë, donc c'est deux citations qui sont en exergue du livre. La nuit noircit autour de moi, les vents sauvages soufflent froid, mais un sort tyran m'a lié et je ne peux pas partir. Ça, c'est un extrait d'un poème d'Émilie Brontë qui date de novembre 1837. Et l'autre écrivaine en exergue, c'est Monique Wittig, avec un extrait des Guerrières qui dit «
Elles disent, si je m'approprie le monde, que ce soit pour m'en déposséder aussitôt, que ce soit pour créer des rapports nouveaux entre moi et le monde. Voilà, c'était juste pour qu'on les entende. Mais oui, Émilie Brontë a été un guide, enfin déjà d'appeler Émilie comme elle, la rendait vivante à côté de moi. Pour Émilie Brontë, avant tout, pour ce qu'on sait d'elle, on sait très peu de choses, on sait très peu de choses d'elle, mais on sait qu'elle était viscéralement attachée au lieu où elle a grandi, donc au presbytère de Haworth dans le Yorkshire, et qu'elle passait, que tous les jours elle passait des heures à marcher dans la lande autour du presbytère. Elle était aussi très liée avec, elle avait plusieurs chiens. Elle était très liée avec ses chiens, mais aussi avec des rapports assez brutaux avec eux. Enfin, il y a comme ça, on retrouve dans des lettres de Charlotte où elle raconte que elle pouvait s'interposer entre une bagarre de chiens sauvages et cautériser. Elle s'est fait mordre et elle a pris un tison dans la cheminée. Elle s'est cicatrisée elle-même, ou pour punir son chien qu'elle adorait, elle l'a battu à coups de poing. Enfin, elle était aussi capable comme ça de grands élans de violence. Mais surtout, elle était incapable de quitter l'endroit où elle vivait. C'est-à-dire que les 2 fois où elle est partie de chez elle pour étudier ou travailler, elle est tombée malade au bout de quelques mois et il a fallu qu'elle rentre, quoi. Et tous ces poèmes sont empreints vraiment de cette passion, quoi, pour la lande et pour cet endroit-là. Et les Hauts de Hurlevent étaient aussi une forme de guide. Alors, les habitantes n'ont pas du tout la noirceur des Hauts de Hurlevent, mais les Hauts de Hurlevent portent le nom d'un lieu, donc il s'agit de l'histoire de ce lieu-là et de tout son magnétisme et de tous les fantômes qui le peuplent, et aussi de sa situation météorologique. Enfin, c'est un lieu tempétueux, enfin, et cette dimension tempétueuse est totalement incarnée à l'intérieur des personnages. Et il y a aussi une dimension légale très importante de Les Hauts de Hurlevent, qui est une histoire de vengeance, en fait, mais qui passe par la réappropriation par Heathcliff, donc le fils adopté et maltraité. Il a décidé de devenir propriétaire, de posséder tout ce que ses détracteurs possèdent et de tout détruire, en fait. Voilà. Enfin, je pourrais continuer longtemps sur les Brontë. Mais... Et Monique Wittig, pourquoi les guerrières ? Pour ce qu'elle prescrit en termes poétiques, en fait, surtout. Là, quand le passage la phrase que j'ai choisie en exergue sur le fait de se déposséder du monde, en fait. Un petit peu avant dans le texte, elle écrit elle refuse désormais de parler ce langage, de prononcer les mots de possession et de non-possession, qui, dans Les Habitantes, sont le langage du père. Il y a 2 forces qui s'opposent dans le livre, qui sont le système du père, disons, et d'ailleurs qui est écrit comme un système, puisque le père, on ne le voit pas, il intervient par lettres et par prolongement de lettres, puisqu'il y a ses lettres à lui, mais il y a les lettres du notaire, de son épouse, mais voilà, il ne s'incarne pas vraiment. Donc de ce système qui spécule, qui voit un lieu comme un moyen de profit, une marchandise, oui. Exactement, et pas du tout comme un lieu où vivre, quoi. Et il y a pareil, parmi les lectures qui m'ont accompagnée, il y a Walden de Thoreau, et il a une page comme ça où il l'exprime, mais d'une manière limpide. Il parle d'un étang aussi à côté de chez lui, qui s'appelle l'étang de Flint du nom du propriétaire des terres. Et Thoreau s'insurge parce qu'il dit « Je ne reconnais pas à ce Flint le droit de donner son nom à cet étang dans lequel il ne s'est jamais baigné, qu'il ne regarde pas, qu'il n'aime pas, qu'il n'a jamais défendu. Je ne reconnais pas l'autorité de ces institutions, la légitimité de ces institutions. » Je voudrais nommer cet étang
du nom soit des fleurs qui sont autour ou d'un homme dont l'histoire personnelle est liée au lieu. Enfin, voilà. Et donc c'est vraiment cette opposition en fait que travaillent les habitantes et c'est ça qui est un petit peu qui a été un peu complexe. Enfin, Émilie, c'est un peu comme Émilie Brontë, le personnage dans le livre garde une très très grande part d'opacité, elle est très mystérieuse, on n'a pas du tout accès à ce qu'elle pense, elle parle très peu, elle vit sa vie en fait. Elle vit sa vie, donc comme je la décrivais tout à l'heure, elle travaille, elle s'occupe de sa chienne, elle fait ses promenades, elle s'occupe de sa maison. Mais en fait, à partir du moment où elle reçoit ses lettres, continuer à vivre devient une forme de résistance, en fait. Et donc elle a cette obstination-là, et en même temps, elle tente de répondre à ce qui se passe, mais sans rentrer dans le jeu marchand, parce que c'est pas son rapport au monde, c'est pas sa langue, ça l'intéresse pas. Et puis elle a très bien compris que de toute façon, ça sert à rien. Mais ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle a compris, enfin ce que vous expliquez, qu'en fait la clé de cette histoire, c'est Anna, c'est de faire basculer les 25% d'Anna d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'elle dit, elle écrit à sa petite sœur pour lui dire « viens voir ». C'est exactement ce que fait l'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'un lieu, c'est avant tout un espace qu'on regarde, qui nous impacte, qu'on impacte. Et finalement, Émilie dit la même chose. Il n'y a pas d'argument pour convaincre Anna, qui ne connaît pas cette maison, en fait, de l'importance de la garder, si ce n'est de viens et vois, et promène-toi. Enfin... On va revenir sur ce personnage d'Anna qui est vraiment une clé du texte, mais vous parliez du contraste entre la vie d'Émilie et le système du père, et ce contraste passe vraiment par la langue, puisqu'il y a la langue des lettres qui est très juridique, très protocolaire, très froide, et puis la langue d'Émilie qui est le regard qu'elle porte sur la nature. Oui, tout à fait. Puis... oui, je peux pas mieux le dire que ça. Qu'il y a un contraste avec entre cette langue mortifère, oui, des marchands, enfin de la loi, et la langue du livre quelque part. Mais parce que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis voilà, ce lieu c'est une fiction. En fait, la question c'est comment écrire tout ça. Enfin, c'est avant tout un geste littéraire. Enfin, c'est pas, il s'agit pas c'est pas un manuel de sciences nat sur ce que c'est qu'un récif corallien ou quoi. C'est juste comment raconter une histoire autrement, et comment la langue peut bouleverser nos regards et bouleverser et essayer de déplacer nos attentes par rapport à une structure d'histoire. Et oui, et ça a été parce qu'en sous-texte, quand même, il y a une histoire familiale lourde derrière ce que le livre regarde, ou j'allais dire filme, parce que c'est presque un film, mais puisqu'on reste avec Émilie, en fait. Voilà, c'est la narratrice, donc on reste à travers ce qu'elle voit, et tout ce qu'elle voit pas, c'est... on a un peu accès à ses souvenirs, à l'abandon du père, et puis on n'a pas du tout accès à la relation du père avec Anna, avec sa petite sœur. Mais une fois encore, je reviens, c'est pour revenir sur la langue, c'était pour comment faire exister cette violence, la rendre sensible, la rendre active dans le texte, sans qu'on rentre dans l'intimité d'une relation père-fille qui n'est pas du tout l'enjeu, et qui reviendrait en fait à refaire un focus ailleurs. C'est-à-dire qu'on la voit à un moment de biais, puisque Émilie se rend à côté de la maison de son père, et c'est le soir, et comme par une lucarne, elle va assister à une scène que je ne décrirai pas si vous n'avez pas lu le livre, parce que je pense que c'est une clé, mais en effet, par rapport à l'âge de détruire, où la violence intrafamiliale était beaucoup plus dite, là c'est beaucoup plus elliptique. Oui, et pourtant, je crois qu'il y a quelque chose qui relie les deux livres, qui est la question de voir ce qu'on ne voit pas, en fait. Dans l'âge de détruire, c'était à hauteur d'enfant, de petites filles, essentiellement, pour les presque les trois quarts du livre.
Et il s'agissait de, par la langue, une fois encore, de voir, tiens, comment est-ce que, en fait, de raconter la violence dans laquelle Elsa baigne et qu'elle ne voit pas. Et comment est-ce qu'elle va lui apparaître pour ce qu'elle est. Et donc, et avec ces yeux qui s'ouvrent, le début d'un mouvement pour s'en sortir. Ouais. Là, voilà, je disais tout à l'heure, c'est regarder aussi ce qu'on ne regarde pas, mais dans l'âge aussi, en fait, on n'en voyait pas tant que ça non plus, finalement. Enfin, il y avait des percées pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur tout ce qui sous-tend, mais on ne la voyait pas tant que ça. Et je pense que ça me tenait plus à cœur d'aller y voir parce que ça se passait entre femmes aussi. C'était une mère incestuelle, violente. Enfin, là, un père, je me dis... L'imaginaire est tellement plein aussi, j'avais pas envie, en fait. Je me suis dit, c'est bon. Mais vous le décrivez quand même à un moment comme le créateur devant sa création. Oui, quand il regarde la télé. Le créateur avec un grand C. Oui, oui, parce qu'il a... le monde dans lequel Émilie vit, c'est les hommes qui l'ont créé, en fait. Et elle s'est inventée, façonnée, alors pas vraiment volontairement, ça s'est aussi fait comme ça. Enfin, une vie en dehors de ce système-là. Il y a pas d'hommes autour d'elle. Il y a Aude, il y a Anna, il y a les chiennes. Il y a la voisine, il y a Viviane. Oui, en être humain, disons, il n'y a pas d'hommes. Après, pour moi, les habitantes désignent aussi toutes les espèces vivantes autour, donc ils ne sont pas forcément genrés pour le coup. Donc c'est un féminin qui vient s'opposer à une force patriarcale, disons, donc qui désigne pas uniquement les femmes, mais elle vit à côté de ce monde-là. Et de la même manière que votre façon de décrire le paysage n'est pas idyllique, vous ne décrivez pas non plus une sororité qui serait exagérément parfaite, idyllique. Enfin, il y a quelque chose de rugueux dans les relations entre ces femmes. Oui, elles sont âpres, mais... moi, je les aime comme ça, je crois. On l'a un peu entendu. Elle jure beaucoup. Enfin, et puis elle s'entraide, mais Aude n'est pas, enfin voilà, est un soutien, mais n'est pas inconditionnel en fait. Effectivement, elle n'ouvrira pas sa porte. Elle veut pas qu'Émilie vienne vivre chez elle. Enfin, et de la même manière, quand Anna, vient, peut-être pas trop en dire, mais bon, on peut quand même dire ça. Donc que Émilie lui écrit en disant en fait, juste je peux pas partir, viens voir et peut-être tu changeras d'avis. Elle n'a pas plus d'arguments que ça. Donc Anna vient, ce qui est déjà énorme, mais bon, il n'y a pas de miracle, quoi. Je veux dire, voilà, elle vient passer du temps. On peut pas dire que les retrouvailles se passent très bien. Enfin, mais parce qu'Anna est sur une autre ligne, en fait. Anna, la maison de Moon ne représente pas ce qu'elle représente pour Émilie. En revanche, elle représente quelque chose. Elle représente un autre lieu. Elle représente un endroit où elle est, ce qu'elle n'avait pas forcément avant. Donc, c'est une forme de convergence comme ça aussi, de nécessité. Mais elle se tombe absolument pas dans les bras, effectivement. Mais aussi parce qu'elles sont dans un rapport précaire et très occupé, en fait. Elles sont sans arrêt occupées à faire des choses. Il faut gérer le verger, gérer la boutique, s'occuper des chiennes. Enfin, elles ont sans arrêt des choses à faire. Donc, Et c'est la même chose pour la relation avec Moon, la grand-mère, alors qui n'est plus là, mais dans les souvenirs qui reviennent d'elle, à la fois c'est un personnage bienveillant, assez enveloppant, et en même temps, Émilie dit on vivait dans cette maison un peu chacune de notre côté, et quand la chienne est arrivée, la chienne a fait corps avec Moon, et quelque chose du lien est devenu très très ténu. Oui, et Loïse a transformé les lieux aussi par sa présence. Elle a rendu la maison étrangère pendant un temps. Mais ça, c'est quelque chose que
le livre prend le temps de raconter aussi comment est-ce que Loïse est allée, après la mort de Moon, est allée vers Émilie aussi, comment les liens se font et se transforment, en fait. Et après, tout simplement, c'est pas idyllique parce que rien ne l'est, quoi. Donc, il y a aussi de l'amour et de la tendresse entre Émilie et Loïse. Et d'ailleurs, c'est un retour qui m'a été fait, qui m'avait beaucoup intéressée. Finalement, c'est Loïse qui nous donne la clé des émotions d'Émilie, parce qu'elle est hyper attentive à elle tout le temps. Elle la veille, elle s'en occupe, elle est très tendre, très très tendre avec elle. Mais ouais, elles sont un peu tout, ouais, elles sont un peu tout à la fois, quoi. Est-ce que ce texte a beaucoup bougé entre le moment où vous l'avez commencé et la dernière version ? Ouais, oui, c'est souvent le cas dans les textes que j'écris. Plusieurs versions, puis un moment où il faut tout casser, reprendre et réenvisager tout ça. Oui, il a pas mal bougé. Mais parce qu'au départ, je pense que j'étais un petit peu aussi emprisonnée. Ce qui n'a pas été facile, c'est de quitter justement tout cet endroit d'expérimentation, un petit peu de recherche sur comment raconter le non-humain, comment l'inclure et en même temps comment le mettre en confrontation avec le système patriarcal sans incarner le père. Enfin, tout ça, ça demandait quand même pas mal de travail. Et au départ, il y avait 3 sœurs, 3 demi-sœurs, enfin reliées par ce père-là, plusieurs lieux. Qui essayait comme ça un petit peu de convoquer le berceau de la féodalité. Il y avait un château associatif, une église, une maison, puis en fait tout s'est ramassé autour d'Émilie et donc d'une des 3 sœurs, qui était en plus la plus mystérieuse pendant très très longtemps, et qui finalement l'est restée. C'est ça qui est intéressant. Anna, on la voyait beaucoup plus, et finalement, j'avais un petit peu, alors qu'Émilie était la narratrice, c'était celle que j'avais le moins rencontrée. Et finalement, elle a gardé son mystère jusqu'au bout. Enfin, en travaillant, trouver le point final de ce texte a été aussi assez difficile. Et finalement, je me suis dit, mais il ne faut pas essayer de terminer ce texte. Enfin, il faut que je continue à la suivre. De toute façon, elle ne bougera pas. Donc, je vais continuer à la suivre et à un moment, ça va s'arrêter. Enfin, on fera cut un peu. Comme... Oui, c'est ça. Mais pour le lecteur, ça reste en suspens et il n'y a pas de résolution et il y a une tension, une inquiétude en fait que vous maintenez jusqu'à la fin. Ouais, j'espère aussi. Oui, autour d'un étau qui se resserre autour d'elle, parce qu'au départ, en fait, les dés sont un peu jetés, puisqu'il lui dit, Anna plus le père, c'est les 3/4 de l'indivision, donc on peut mettre la maison aux enchères, on n'a pas besoin de ton consentement. En revanche, ensuite, la pression augmente parce que le père se rend compte qu'il tirera plus d'argent si elle accepte de vendre. Donc, en fait, il se lance dans des démarches comme ça, dans des démarches de vente, quoi, pour essayer d'en tirer le plus d'argent possible. Et puis... Et Anna, ça fonctionne pas trop tout ça, mais finalement, en fait, ça s'arrête au moment où l'histoire qu'on regarde s'arrête, à savoir l'histoire de ces 2 demi-sœurs, parce que c'est d'elles dont il s'agit, pas tellement d'Émilie et de son père ou du père et Anna, c'est de ces 2 sœurs-là dont il s'agit. Donc, quand on est arrivé au bout de leur parcours, le texte s'arrête. Est-ce que votre manière de travailler est très différente quand vous écrivez pour le théâtre ? Ah oui, ça n'a rien à voir. Je suis d'ailleurs souvent surprise quand on rapproche les romans des pièces en disant, je dis pour moi je vois pas le rapport, c'est fou. Non, ça n'a rien à voir. Écrire pour le théâtre, ça veut dire que pour moi, en tout cas, c'est avant tout écrire pour des actrices et donc des corps qui vont être au plateau et vont
faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est pas simplement faire entendre un texte, c'est vivre quelque chose. Donc la situation de départ, en général, a besoin d'être quand même très nouée, quoi, très nouée. Là, le roman, ça me permet d'avoir des temps très longs, où il se passe peu de choses, où l'espace prend beaucoup de place, où l'espace raconte aussi beaucoup de choses. Pour un personnage ne serait-ce que ça, Émilie, elle dit quasiment rien. Enfin, je veux dire, si Émilie est un personnage, ou alors il faudrait une pièce où on la voit que bouger, mais un personnage de théâtre, c'est par sa langue, par sa manière de parler qui me renseigne. C'est-à-dire que mes yeux pour l'observer, ça va être le souffle, quoi. Ça va vraiment passer par une incarnation beaucoup plus forte. Enfin, j'ai un peu l'impression, en écrivant pour le théâtre, d'écrire des partitions pour des instruments isolés qui ensuite vont être pris en charge par un chef d'orchestre, par un orchestre. Voilà, on fait pas, voilà, on propose comme ça des voix. Le roman, il faut tout faire entendre. Enfin, c'est tellement différent en fait que. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Oui, et autant on pouvait voir éventuellement où le théâtre pouvait se loger dans l'âge de détruire, qui est d'ailleurs devenu un spectacle. Pour les habitantes, vous le disiez tout à l'heure, on voit plutôt un film. Enfin... Ah ben moi, je l'ai vraiment... ça fait partie des influences, disons, directes du livre, qui sont les films de Kelly Reichardt, notamment Showing Up et Wendy et Lucy, Wendy et Lucy qui parlent d'une jeune femme et de sa chienne, une femme qui traverse les États-Unis en voiture pour aller travailler et sa voiture tombe en panne dans une petite ville et elle perd sa chienne. Et c'est des films où... mais je crois que Kelly Reichardt en parle comme ça en plus, où elle filme des gens qui font des choses. Et Showing Up, le film tient sur une semaine à peu près, et on voit une sculptrice sur la semaine qui précède son exposition, donc la fin du travail et tout ce qui vient perturber cette semaine. Elle a un problème avec son frère, elle travaille dans une école d'art où travaille sa mère aussi, et où elle a du mal à être reconnue parce qu'une autre ancienne élève est plus mise en valeur qu'elle. Enfin, c'est une espèce d'hyper-observation du quotidien, comme ça. Mais voilà, que moi j'adore, quoi. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression de suivre Émilie, d'être derrière elle avec une caméra et de me dire, ok, où est-ce qu'elle va aller maintenant, en fait ? Où est-ce qu'elle va aller maintenant et qu'est-ce qu'elle regarde et comment est-ce qu'elle regarde l'impact, donc c'est-à-dire impact la langue, puisqu'Émilie c'est que de la langue en fait, et quelle décision elle va prendre et quand. Alors que c'est peut-être ça une différence avec le théâtre par exemple, c'est-à-dire que là j'avais l'impression d'avoir une caméra derrière et de la suivre. Pour l'écrire par le théâtre, il faut que je l'incarne, il faut que je me glisse dans sa peau. C'est pas le même rapport, en fait, à la fiction et à la langue. Ouais. Et vous êtes par ailleurs responsable pédagogique de la section écriture dramatique à l'ENSAT, l'école de théâtre, et vous travaillez avec les étudiants sur ces questions de comment on parle du vivant. Oui, je les ai embarqués là-dedans. J'espère qu'ils étaient contents. Avec 2 groupes différents, on a fait un laboratoire sur à peu près 1 an sur les dramaturgies du vivant. Donc, je leur ai demandé d'écrire des formes courtes, voilà, pour essayer d'expérimenter un petit peu des choses, un peu avec les questions dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que une attention au non-humain vient déplacer dans les récits, quel personnage ça fait surgir, quelle narration, quelle langue, quelle structure. Et on a aussi fait des tests au plateau avec des étudiants acteurs et actrices. Et c'était hyper intéressant parce que tout ce qu'on a traversé comme question en termes
d'écriture, à savoir, mais que je me suis posé les mêmes pour le roman, hein. Donc sur la question des plans, par exemple, est-ce que le humain et non humain sont sur le même plan, ou qu'est-ce qui se passe si le non humain passe devant ou que l'humain reprend et est-ce que d'avoir un personnage, enfin une présence non humaine, mais qui est bouffée par une métaphore humaine, est-ce que ça le fait pas repasser au deuxième plan, enfin tout ça. Quand on passe au plateau avec des corps, la question de la coprésence s'incarne physiquement, quoi. Donc, et de l'horizontalité aussi des présences et des voix. Ah oui, ça a donné des choses super. Alors, il y a eu un chœur, un étudiant qui a écrit un chœur pour faire entendre la voix d'un sol, et tout le grouillement d'un sol. Un autre qui a tenu un journal, qui vivait chez ses grands-parents et qui avait un âne et qui a tenu un journal de rencontre avec Chocolat. Enfin, du coup, il a aussi fait des recherches sur les ânes. Enfin, il y a eu plein de choses très très riches. Ouais. Oui, mais on a l'impression que ça ouvre vraiment des perspectives presque infinies, au fond, de commencer à regarder autour de nous un peu différemment. Ouais. Puis c'était aussi un petit effort que j'ai voulu faire, parce que c'est vrai que parfois quand on travaille sur quand on a un projet d'écriture comme ça, on a un peu envie de le garder pour soi là. Mais je me suis dit là, il y a une telle nécessité en fait aussi politique, hein, tout simplement, de dire il est temps de se déplacer, que je me suis dit là je vais le partager avec des étudiants. Après, ils s'en emparent. Là, c'est un exercice. Dans leurs travaux personnels, ils font bien comme ils veulent ensuite. Hein. Il ne s'agit pas de lobotomiser tout le monde. Mais en tout cas, tiens, passons par là. Passons par là et essayons d'ouvrir ce regard-là et de voir ensuite comment ça navigue. Il y en a qui s'en sont réemparés, d'autres pas du tout. Enfin, ça dépend quoi. Merci, Pauline Perrade. Beaucoup. Je rappelle que ce livre, Les Habitantes, est paru aux éditions de Minuit. Il est en vente dans le hall de la Maison de la Poésie et une signature est prévue. Merci. Merci.